Bonjour Anne Rostin, bienvenue. Vous Bonjour. êtes donc la directrice générale de la coopérative carbone de La Rochelle. Quand et puis surtout par qui elle a été créée? Alors la coopérative carbone a été créée à La Rochelle par finalement un groupe de partenaires à l'échelle du territoire de La Rochelle, Ouais. puisque depuis 2017, l'agglomération de La Rochelle s'est engagée dans le cadre d'un plan d'investissement d'avenir, Mhm. pilotage de l'État, avec la ville de La Rochelle, l'université, le port atlantique, Atlantec, à pouvoir atteindre un objectif de zéro émission nette à l'échelle du territoire, à objectif 2040. Ouais. C'est quoi Atlantec? C'est un quartier bas carbone, c'est ça? Exactement. Atlantec, c'est un quartier expérimental bas carbone qui consiste à essayer de construire un morceau de la ville de demain en étudiant l'ensemble des volets, bâtiments, énergie, mobilité, agriculture urbaine, économie circulaire, pour voir comment adapter la ville aux enjeux climatiques aujourd'hui. Alors nous, je ne sais pas si on est bas carbone, mais on est en plein marteau-piqueur, ça c'est sûr. Les travaux viennent de démarrer dans l'immeuble d'à côté. Si vous êtes fidèle de Bismarck, vous savez que ça nous arrive régulièrement. C'est quoi les missions de cette coopérative carbone? Peut-être aussi le budget, qu'est-ce que ça représente? Oui, alors d'abord pour compléter, on a créé cette coopérative avec ces partenaires-là Oui. et avec d'autres fondateurs Mhm. que sont Alstom, Léa Nature, Oui. ADETFIP et le Crédit Agricole Charente-Maritime de Sèvres, parce Mhm. qu'il nous a paru nécessaire de pouvoir vraiment coopérer avec l'ensemble des acteurs du territoire. Mhm. Et donc les missions qu'on a mis en place au niveau de la coopérative carbone, en gros il y a deux piliers. Le premier pilier, c'est accompagner à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre des différents acteurs, Ouais. donc par de la formation, de l'évaluation, la mise en place de bilans carbone, de plans d'action de réduction d'émissions, la mise en place de stratégies bas carbone compatibles avec l'objectif qu'on s'est fixé collectivement à l'échelle du territoire. Et puis le deuxième pilier, c'est de pouvoir accompagner les projets qui vont avoir un impact environnemental, qui vont notamment permettre de séquestrer le carbone et donc de pouvoir instruire, évaluer et garantir l'impact environnemental de ces projets-là et de réussir à les faire financer via justement le dispositif de compensation carbone, donc les crédits carbone. Ouais. Alors justement, on parlait de ces crédits carbone. Le budget global, c'est combien? Alors, le budget global de la coopérative carbone, il est d'environ 500 000 euros par an. D'accord. L'objectif est de pouvoir faire en sorte d'accompagner par une petite équipe l'accompagnement à la réduction d'émissions et de trouver les financements complémentaires pour financer ces projets à impact environnemental. Ouais. Alors, crédit carbone, vous nous rappelez comment ça marche, ça? Oui. Alors un crédit carbone, pour cela, il faut finalement différents niveaux pour qu'on puisse avoir un niveau de crédit carbone. D'un, il faut avoir un niveau de reconnaissance de ce crédit. Il peut être international. Le dispositif de crédit carbone existe depuis Kyoto, 1998, et donc permet aux acteurs qui souhaitent compenser leurs émissions de gaz à effet de serre de pouvoir financer des projets, donc via ces dispositifs de labellisation. Ils doivent aussi pouvoir être évaluables et donc pouvoir garantir l'impact carbone des projets qui vont être mis en œuvre et vérifiables. Et donc, à partir du moment où on peut garantir finalement l'ensemble de ces éléments-là d'un projet, il peut donc générer des crédits carbone, c'est-à-dire apporter aux acteurs économiques, institutionnels et même particuliers qui souhaitent agir pour le climat, donc contribuer ou compenser leurs émissions de gaz à effet de serre, donc peuvent financer un projet de manière volontaire pour lequel ils auront la garantie du résultat. Oui, alors dans toutes vos explications, on voit bien qu'il y a en creux la critique qui est souvent faite au crédit carbone, de dire « Ah mais c'est un permis de polluer ». Comment vous faites en sorte d'éviter ces écueils? Alors de différentes manières. La première, c'est que notre premier pilier d'action, c'est d'accompagner à la réduction d'émissions. C'est là où on a le plus de travail, c'est là où on a le plus à agir. Pour donner un exemple, à l'échelle de l'agglomération de La Rochelle, on a des émissions de gaz à effet de serre de 2 millions de tonnes équivalent CO2 par an. L'objectif est d'en atteindre 500 000 tonnes équivalent CO2 par an, donc finalement adapté avec le facteur 4 à objectif 2040. On a du mal à voir comment aller au-delà. Et donc de séquestrer 500 000 tonnes équivalent CO2 par an également à cet horizon-là. Donc on voit la force de travail de réduction d'émissions par rapport à la séquestration, donc ce qui est évidemment prioritaire. Donc, pour évidemment ne pas avoir un droit à polluer, il faut d'abord réduire ces émissions.
Ensuite, le deuxième niveau, c'est qu'en agissant au niveau local, on n'est pas sur un achat de bonne conscience. Parce qu'on ne va pas acheter au moins cher possible ces crédits carbone. Il ne va pas s'agir de payer quelques euros la tonne équivalent CO2 pour dire « Ok, on est neutre, on a fait notre part ». Ce n'est pas du tout l'objet. L'action environnementale a un prix. Les projets, on évalue leur impact et on évalue également l'additionnalité économique pour qu'ils puissent se mettre en place. Et un projet local, eh bien, on ne peut pas s'acheter une bonne conscience puisqu'il n'est pas à 3 euros la tonne, mais entre 30 et 100 euros. Enfin, je terminerai par le fait qu'à partir du moment où on est un acteur de territoire, donc on s'engage sur son territoire, et donc à partir du moment où on est en proximité avec les différents projets, eh bien, on voit aussi l'impact et on est plutôt sur une action territoriale, une contribution territoriale plutôt qu'un achat de bonne conscience. Oui, évidemment. Et puis il y a aussi un contrôle qui est certainement plus facile. Quelques chiffres sur ces objectifs d'émissions de réduction des gaz à effet de serre dans l'agglomération de La Rochelle. Ça concerne 28 communes, 170 000 habitants. Réduction des émissions de 30% d'ici 2030. Et donc cet objectif de neutralité carbone en 2040, qui est ambitieux, vous l'avez évoqué, presque quasi impossible à atteindre. Est-ce que vous avez mis la barre très très haut d'une certaine façon ? Alors clairement, on a mis la barre très très haut. On a commencé par se poser un cap. La Rochelle a un ADN environnemental, de sensibilité de ses habitants et d'innovation. Et finalement, c'était la seule ambition de territoire qui nous paraissait pertinente. Il faut être ambitieux pour atteindre des résultats pertinents. Et quand on a construit cette ambition-là, il a s'agi de réussir à voir concrètement comment on allait réussir à la mettre en place. Et là, c'est là qu'on s'est aperçu qu'effectivement, c'était difficile. Parce qu'on ne peut y arriver que si on met en place l'ensemble des leviers d'action possibles, donc bâtiments, mobilité, énergie, séquestration dans le littoral, dans l'ensemble des leviers possibles, et que au-delà de ça, il fallait qu'absolument tous les acteurs d'un territoire puissent être concernés et impliqués, de l'habitant jusqu'à la petite entreprise, la grande entreprise. Si tout le monde n'est pas concerné, impliqué et actif, impossible. Oui. Vous développez, vous soutenez 70 opérations pilotes. Est-ce qu'on peut donner un ou deux exemples pour voir comment ça fonctionne ? Oui, alors je vais par exemple rebondir sur le quartier Atlantec qu'on citait tout à l'heure. Il y a notamment le projet de pouvoir augmenter la capacité de production d'énergie renouvelable sur le quartier en installant davantage de panneaux solaires photovoltaïques qui seront utilisés en autoconsommation collective. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'énergie résiduelle des habitations pendant la journée pour pouvoir alimenter les bureaux, le tertiaire, la formation, et que ce qui restera encore au-delà de cette autoconsommation, qui sera également utilisé pour les véhicules électriques, sera stocké et transformé par électrolyse en hydrogène. Cet hydrogène va ensuite également servir à décarboner la logistique urbaine et donc la mobilité douce. Sans ce système, sans cette coopérative carbone de l'agglomération de La Rochelle, est-ce qu'il y a certains, on dit 70 opérations pilotes, qui ne pourraient pas voir le jour? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut forcément dans l'enveloppe économique cette intervention de la coopérative carbone pour que ça marche, quoi? Alors oui, parce que l'ensemble de ces actions-là sont inclus dans un programme qui est le plan d'investissement d'avenir et donc qui finance des actions innovantes qui sont proposées dans le cadre de ce programme-là. Or, toutes les actions environnementales ne sont pas innovantes. Planter des arbres, et accompagner des transitions agricoles ne sont pas forcément des dispositifs innovants et donc n'ont pas forcément de budget spécifique qu'on peut solliciter auprès des régions, des États, de l'ADEME. Et donc, il y a besoin de pouvoir solliciter ce dispositif financier complémentaire qui est la compensation carbone pour pouvoir avoir le panel complet des actions environnementales à mener. Ça veut dire que, parce que vous accompagnez, vous l'avez dit, ces entreprises dans leur décarbonation, au-delà du système de crédit carbone, ça coûte cher de faire ces investissements, c'est du long terme, on en parle souvent dans cette émission. Ça veut dire que le virage, cette transition écologique, elle se ferait pas ou beaucoup plus tard s'il n'y avait pas votre intervention ? Alors, elle se ferait d'abord en moins bonne connaissance de cause. Parce que finalement, à partir du moment où on commence à accompagner les entreprises, elle se rend compte qu'on n'est pas forcément sur du long terme en termes d'investissement. Et que d'investir pour réduire sa dépendance au carbone, aux énergies fossiles, finalement, c'est quand même vite rentable. Et qu'on n'est plus sur des investissements qui vont de 20 ou 25 ans. On a besoin, en fait, d'agir sur les différents leviers d'action qui vont aussi inclure la sobriété, qui ne va pas coûter tellement en
investissements, qui vont inclure l'efficacité. Et donc, ces éléments-là, finalement, sur un plan d'action ambitieux et global, ne sont pas forcément des investissements vraiment inaccessibles. Je voudrais qu'on termine un dernier mot sur le port de La Rochelle, qui est le 6e port maritime de France. Est-ce qu'il y a là aussi des actions, des efforts spécifiques qui sont menés là-bas ? Oui, alors le port de La Rochelle est vraiment impliqué pour pouvoir décarboner l'ensemble de son activité et l'ensemble de la place portuaire. Donc il a d'abord agi pour lui-même, pour essayer de voir de quelle manière construire le port de demain et être exemplaire dans son activité, quitte à se poser la question sur l'ensemble des activités qu'il a à mener. Et il accompagne aussi l'ensemble des acteurs de la place portuaire, de la logistique, à essayer de décarboner l'ensemble de leur activité, de logistique, de mobilité, de manière à voir de quelle manière finalement ce fret, cette activité logistique peut être décarbonée. Merci beaucoup, merci Anne Rostin. Bon retour à La Rochelle. On passe à notre débat, la formation aux enjeux climatiques en entreprise.